travaille depuis plusieurs années sur le sujet de la formation tout au long de la vie, étant donné essentiellement porté par deux faits. Déjà, un fait démographique, une observation aussi de l'évolution du système de protection sociale. On se rend compte que on est déjà amené à travailler plus longtemps. Donc le premier aspect est celui de cette réalité démographique qui amène à rester pertinent sur le marché du travail, à avoir une obsolescence des compétences et du capital humain qui est palliée par un certain nombre d'actions, de formation. Et le deuxième aspect est celui d'une évolution technologique assez massive avec les technologies de l'information et de la communication, puisque on pense qu'environ, à moyen terme, 10% des métiers vont disparaître et que 40% des tâches dans ces métiers, même si elles ne disparaissent pas, même si les métiers ne disparaissent pas, vont être amenés à se modifier très largement, ce qui suppose d'être accompagné par de la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, ce système de formation tout au long de la vie n'est pas complètement efficace. Il est essentiellement destiné, il profite essentiellement aux insiders, puisque plus vous êtes formé, plus l'accès à la formation continue sera important. Plus votre âge et la rentabilité de l'investissement dans le capital humain est long, plus on va avoir accès à la formation. Donc finalement, c'est plutôt des jeunes cadres trentenaires ou quadragénaires qui sont formés, alors que le système devrait bénéficier aussi à ceux qui vont devoir poursuivre leur activité sur le marché du travail, qui rentrent dans un âge délicat ou qui n'ont pas bénéficié lors de la formation initiale d'une accumulation du capital humain très important. Très majoritairement, le système de formation continue ne bénéficie pas aux chômeurs, très peu, alors que le besoin, notamment face à des chocs technologiques, est très important. Très majoritairement, la formation tout au long de la vie ne profite pas aux plus de 50 ans, alors que pour être amené à travailler parfois jusqu'à 65, 67, 68 ans, ce serait absolument essentiel. Donc c'est ces interrogations-là, portées par la démographie d'une part et la technologie de l'autre, qui nous ont amenés à nous intéresser à la formation tout au long de la vie. À la fois pour des perspectives d'emploi des personnes, pour leur sort, mais aussi pour le sort des entreprises et de la collectivité nationale. Puisqu'avoir des personnes dont l'obsolescence du capital humain s'opère sans trop que l'on s'en préoccupe, c'est mauvais pour eux, mais c'est aussi mauvais pour la collectivité nationale, puisque c'est des taux d'activité très bas, puisque ce n'est pas aussi utiliser leurs compétences à bon escient au sein des entreprises et au sein du pays. Alors, dans nos études, il y a plusieurs aspects, des aspects qui sont plutôt qualitatifs, sur lesquels nous ne sommes pas finalement les plus pertinents et sur lesquels nous sommes allés chercher des données. Par exemple, on se rend compte que chacun d'entre nous bénéficie d'une réserve cognitive et que la capacité de maintenance de ces réserves cognitives s'effrite avec le temps, à chaque âge, mais à plus forte raison lorsque nous nous rapprochons de la retraite. Et que le maintien des opérations de formation, se former, est quelque chose qui permet de garder à la fois une meilleure santé physique et une capacité cognitive plus importante. Donc là-dessus, ce n'est pas nous qui sommes spécialistes des sciences cognitives, mais on est allé voir beaucoup de choses qui permettaient de conclure que c'était pertinent et pour la santé mentale et pour le devenir en entreprise, de se former et de maintenir un lien avec l'apprentissage. Le deuxième aspect est plus dans notre spécialité puisqu'on a constitué un certain nombre de modèles macroéconomiques à génération imbriquée, soit pour faire face, c'était une première étude, à des chocs technologiques, soit pour faire face à mesure que l'on vieillit à une forme d'obsolescence du capital humain. Et là-dessus, à partir de modèles à génération imbriquée que l'on a calibrés, à partir desquels on a fait des simulations, on a essayé de mettre en lumière quel était l'impact sur la croissance d'opérations de 4 mois, 6 mois, 1 an de formation continue. On se rend compte que
l'impact d'une formation, que ce soit de 6 mois ou d'1 an, en termes de bilan coût-bénéfice. Quand je dis coût, c'est à la fois payer la formation, mais c'est aussi pouvoir entretenir le train de vie de la personne qui est formée alors qu'elle ne travaille pas, c'est-à-dire finalement un substitut de salaire durant la période de formation, puisque l'on suppose qu'il est pertinent plutôt de se former à plein temps que de se former 1 heure ou 2 le soir ou le week-end après le travail. Donc c'est 2 types de coûts et on effectue avec un modèle à génération imbriquée dont le but est d'essayer d'analyser le niveau de croissance avec un certain niveau de capital humain, l'impact bénéfique de cette formation continue. On a des gains de croissance qui sont compris entre 1% et 10%, selon la durée, 6 mois ou 1 an de formation, et selon surtout, c'est le deuxième élément signifiant, le moment où l'on s'y prend dans la formation. Parce que la capacité à acquérir du capital humain est d'autant meilleure que l'on n'est pas trop éloigné des derniers moments où l'on s'est formé. Donc il n'y aurait rien de pire que de laisser finalement les compétences se dégrader jusqu'à 60 ans et à 60 ans de dire que l'on met en place enfin de la formation continue. Donc finalement, selon si l'on commence à s'y prendre à 40, à 45, à 50 ou à 60 ans, on a des impacts sur la croissance qui sont assez différenciés et des verdicts en termes de bilan coût-bénéfice qui peuvent être assez différents. L'idée étant de commencer le plus tôt possible dans cette formation. Alors, ce que l'on a effectué, c'est une approche macroéconomique. Donc on s'est dit que la formation pour toute une population, on a pris la fiction, qui est une fiction évidemment très loin du réel, de l'agent représentatif. Donc on forme une population avec un agent représentatif et on se rend compte que c'est bénéfique à la croissance. Bien. En termes de déclinaison micro, beaucoup reste à faire, puisqu'en réalité, la diversité des profils entraîne la diversité des formations nécessaires et des compétences à réactualiser. Et puis par ailleurs, si l'on décline les choses au niveau micro, on se rend compte que les entreprises sont face à une vraie difficulté là-dessus, sur ce sujet, qui est celle d'internaliser des externalités. Lorsque vous formez quelqu'un qui est libre sur le marché du travail, que vous prenez en charge partiellement son salaire durant le moment où il se forme, que vous prenez en charge le coût de sa formation, éventuellement, même s'il y a des aides publiques très importantes, vous formez quelqu'un qui, dès le lendemain, peut partir ailleurs sur le marché du travail. Donc c'est bénéfique pour le pays, certes, mais si vous êtes un directeur des ressources humaines ou le directeur général d'une entreprise, il faut également que vous vous occupiez, certes, du pays, mais également du retour sur investissement dans votre entreprise. Et ça, c'est une vraie question qui est clé, qui est la question finalement d'internaliser les externalités, de savoir comment on peut s'appuyer sur la puissance publique pour à la fois financer la formation, pour financer le substitut de salaire durant la formation, et puis qu'il y ait une forme d'engagement entre le salarié, la salariée et puis l'entreprise. Donc la déclinaison de cette externalité au sein des entreprises, c'est quelque chose qui mérite d'être mis en œuvre et finalement qui utilise la théorie des incitations pour parler en économiste et qui doit être décliné au sein des entreprises avec des aides, des subventions et des incitations. Et surtout, pour un DRH, la question est de savoir comment mobiliser ce type d'arguments que l'on mobilise au niveau macro, en avoir un rendu micro, c'est-à-dire finalement, pour chacun des directeurs des ressources humaines, avoir un bilan qui soit individualisé, qui tienne compte de la pyramide des âges et de l'évolution de cette pyramide des âges au sein de son entreprise, puisque souvent les choses sont pensées très tard, juste avant que les personnes partent en retraite, ou très peu de temps avant, savoir comment prévoir les choses, l'évolution de sa pyramide des âges, l'évolution du capital humain de cette pyramide des âges, très en amont dans les carrières pour penser la formation tout au long de la vie. De manière beaucoup plus individualisée que nous ne le faisons évidemment, mais ce qui suppose de rentrer dans l'intimité des chiffres d'une entreprise donnée et de ses ressources humaines. Dans les nouvelles formes de travail, il y a plusieurs choses.
Il y a à la fois les nouvelles formes institutionnelles du travail. Est-ce qu'on va de manière massive vers une ubérisation où chacun des salariés serait un peu comme un membre du Cirque du Soleil ou un intermittent du spectacle? Après, à la puissance publique de concevoir des systèmes de protection sociale pour toute la population si nous sommes chacun des intermittents du spectacle. Mais donc il y a un premier sujet institutionnel qui est celui de l'ubérisation, on va l'appeler rapidement l'ubérisation, et de savoir comment se modifie le travail, c'est-à-dire sa flexibilité et les capacités à faire face à cette flexibilité sans que chacun soit très en insécurité. Après, il y a d'autres nouvelles formes du travail dans un cadre institutionnel donné qui sont par exemple le développement que l'on a vu à l'aune de la Covid du télétravail, le travail à distance, un usage plus important des technologies de l'information et de la communication, comment ça modifie les tâches, comment ça modifie les manières de travailler. Eh bien ça va vraisemblablement, même si on ne sait pas complètement les choses, très largement modifier la demande en formation tout au long de la vie, puisqu'on sait bien qu'une grande partie de la population est peu à l'aise avec ces nouvelles formes de travail, avec les technologies de l'information, et que la productivité lorsque l'on est en télétravail est très dépendante finalement de la manière de gérer ces outils. Donc on sait, et c'est un petit peu une lapalissade de dire que ces transformations des modes de travail vont modifier la demande en formation. Mais ça va modifier aussi l'offre, c'est-à-dire ça va modifier aussi les moyens pour se former. On peut se former de manière plus interactive, on peut se former d'une nouvelle manière finalement, même si je pense que, et les auteurs avec lesquels j'ai travaillé le pensent aussi, que ça nécessite finalement non pas de la volatilité dans la présence de se former, mais d'être présent à plein temps, sur un temps relativement long. Néanmoins, ça va modifier la manière d'appréhender les choses. Moi, j'enseigne, par exemple, ce que l'on a mis en œuvre durant la Covid pour évaluer, c'était finalement, ça permettait de concevoir des énoncés. On interrogeait des étudiants à distance en concevant des énoncés avec une nouvelle manière de générer des données finalement pour que chacun ait un énoncé différent et de concevoir finalement un examen à distance sans que tout l'amphi se mette ensemble dans le café du coin pour pouvoir avoir une bonne note appuyé par quelqu'un qui serait compétent pour les aider éventuellement. Donc ça a modifié les modes d'examen, mais ça pourrait modifier aussi les modes de formation. On peut très bien concevoir que dans un amphi, à la fin d'un cours, on prenne 10 minutes pour faire une interrogation sans note, mais simplement vérifier avec, par exemple, répondre assez vite sur logiciel ou comme à l'Assemblée nationale avec un système de questions à choix multiples, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, de manière à pouvoir adapter la formation, pas mettre l'enseignant à distance, mais dans un même type d'enseignement, prendre appui sur ces technologies pour nous aider à faire évoluer nos modes de formation, nous adapter aux difficultés des uns, des autres ou des concepts. Donc ça, c'est quelque chose, ces nouvelles formes de travail qui peuvent modifier aussi l'offre de formation et la manière dont on se forme, sans doute.